7 comme 7 heures par Patrick Sénécal. Chapitre 1. Un nouvel enlevant. Il arrive quand, le Père Noël? Demanda Rome. Elle était assise à la table avec son frère Nat et ses parents. Ils avaient terminé la dinde et en étaient maintenant au dessert, une succulente bûche remplie de crème glacée et recouverte de chocolat. Dehors, une fine neige tombait dans la nuit. Ambiance parfaite pour Noël. L'immense sapin, tout décoré et illuminé dans un coin du salon, attendait les cadeaux du Père Noël. Rome, la bouche pleine de gâteaux, commençait à manifester son impatience et regardait souvent vers le foyer du salon en soupirant. Est-ce qu'il va arriver bientôt? Sois patiente un peu, Rome, lui dit Nat d'un ton sérieux. Comme il avait 8 ans, il voulait donner l'exemple à sa petite sœur de 6 ans, ce qui, parfois, exaspérait la fillette. Mère Sauf, après avoir pris une gorgée de son café, consulta l'horloge en souriant. « Il n'est que 6h30, dit-elle. Le Père Noël n'arrive jamais chez nous avant 8 heures, vous le savez bien. » Nat oublia qu'il était le grand frère et s'impatienta à son tour. On a devoir attendre encore 1h30? S'écria-t-il. Chaque fois qu'il s'énervait ou s'excitait, le jeune garçon bégayait. Doucement, Nat, fais des petits paquets de mots et mets du vent dans ta voix, lui dit sa mère. Il s'agissait là de trucs qu'on donnait à Nat pour l'empêcher de bégayer. Il prit donc une grande respiration et dit plus lentement. « Mais 1h30, c'est encore long. » On a de la chance, lui rappela sa mère. Chez certains enfants, le Père Noël passe encore plus tard, parfois même à minuit. On pourrait jouer à un jeu de société, proposa Papa Pat, qui terminait son second morceau de gâteau. Papa Pat était un maniaque de jeux de société. Il en achetait régulièrement au grand découragement de son amoureuse, Mère Sauf. « On joue au colon de Catan, proposa Rome. « On joue à Scotland Yard, lança Nat. « Non, au colon de Catan. »« Non, à Scotland Yard. »« Je l'ai dit en premier. »« Mais c'est moi le plus grand. » Papa Pat décocha un regard agacé vers son amoureuse. Mère Sauf, plus patiente, était sur le point de dire quelque chose lorsqu'un bruit fit taire tout le monde. C'était un grattement qui provenait du foyer. On voyait même de la suie tomber de la cheminée sur les bûches calcinées. « Il arrive! Il arrive! » s'écrièrent les deux enfants en bondissant dans le salon, fous de joie. Mère Sauf se leva, étonnée que le Père Noël arrive si tôt. Papa Pat se leva aussi, déçu à l'idée qu'il n'allait pas jouer à Citadelle, son jeu préféré. Nat tenait les biscuits et Rome le verre de lait. Dans la cheminée, les grattements s'intensifiaient. Les deux enfants, trépignant d'impatience, se bousculaient pour être le plus près possible du foyer. « Il faut donner le lait en premier. Il va avoir soif, » s'énervait Rome. « Mais non, il va avoir surtout faim, » s'indignait Nat en poussant sa sœur. Les parents secouèrent la tête en soupirant. Chaque année, c'étaient les mêmes jérémiades. Jérémiades, c'est les plaintes ou les lamentations. Le bruit dans la cheminée devint plus fort
et les deux chamailleurs s'immobilisèrent enfin en retenant leur souffle, leurs grands yeux écarquillés tournés vers le foyer. Tadam! Le Père Noël apparut enfin dans un nuage de suie. Les enfants poussèrent des « Youpi » enthousiastes. « Voici tes biscuits, Père Noël, » lui dit Nat. « Et ton lait aussi, » ajouta Rome. Papa Pat et Mère Sauf se tenaient à l'écart, collés l'un contre l'autre, attendris par ce beau spectacle. Le Père Noël, lui, examinait les deux enfants sans réagir, silencieux. Son regard était bizarre, comme si le vieil homme n'était pas de bonne humeur. Il tenait son sac sur son épaule, un sac qui semblait vide. « Tu n'as pas de cadeau dans ton sac, Père Noël? » s'étonna Nat. Tout à coup, d'un geste large et brutal, le Père Noël balaya de sa grosse main les biscuits et le verre de lait qui volèrent en l'air et se répandirent sur le plancher. Les enfants en demeurèrent pétrifiés de stupeur. Mère Sauf s'avança rapidement en demandant ce qui se passait. Aussitôt, le vieil homme la poussa dans le sapin qui s'écroula sur elle. « Mais arrêtez, vous êtes fous !» se fâcha Papa Pat. Il se lança vers le Père Noël, dans l'intention de l'immobiliser. Le vieil homme se leva littéralement de terre et le propulsa au loin, comme s'il ne s'agissait que d'un simple sac de sable. Tête première, Papa Pat percuta le mur avec tant de force qu'il s'évanouit. « Nat! Rome! » criait Mère Sauf, coincée entre les branches du sapin. « Sauvez-vous! Vite! Il est méchant! Très méchant! » Mais Nat et Rome étaient paralysés, trop estomaqués pour bouger le petit doigt, la bouche grande ouverte, les yeux remplis de points d'interrogation. Ce n'est que lorsque le Père Noël tourna son visage menaçant vers eux qu'ils poussèrent enfin des cris de terreur. Ils se sauvèrent dans la cuisine, mais le veilleur attrapa Nat par le gilet de son pyjama, le souleva et voulut le mettre dans son grand sac. Nat, en couinant, se débattait avec énergie et le Père Noël avait bien du mal à pousser l'enfant au fond du sac. Rome intervint. Elle attaqua le méchant homme à coups de poing dans le dos. « Laisse mon frère tranquille! » criait-elle. Le Père Noël lui donna une claque en plein visage. Rome tomba au ciel, étourdi, la joue toute rouge. Le Père Noël réussit enfin à pousser Nat au fond du sac qu'il referma. Mère Sauf, toujours prise sous le lourd sapin, poussa un cri de détresse. Le vieil homme se dirigeait maintenant vers Rome pour l'attraper. « Non! Non! Laissez mes enfants tranquilles! » criait Mère Sauf. Rome, sur le sol, pleurnichait en regardant le Père Noël s'approcher. Elle remarqua alors qu'il portait une chaînette au bout de laquelle était suspendu un énorme 7 en or. La fillette n'avait jamais vu pareil pendentif auparavant. Elle leva les mains pour se protéger. Papa Pat reprenait conscience. Il ouvrit les yeux, se frotta la tête en marmonnant. « Qu'est-ce qui se passe? » Le Père Noël, sur le point d'attraper la fillette, s'arrêta. Il jeta un coup d'œil embêté vers le père, puis, en poussant un sifflement de déception qui ressemblait au sifflement d'un serpent, il saisit son sac et bondit vers le foyer.
Mère Sauve tenta de lui agripper une jambe au passage, mais en vain. À toute vitesse, il remonta dans la cheminée, tandis que Nat, prisonnier dans le sac, appelait à l'aide. Rome, sans enfiler de manteau, sortit dehors à toute vitesse. Une seule phrase tournait dans la tête. « Ce n'est pas le vrai Père Noël. Ce n'est pas possible. » Elle leva son visage fouetté par le vent vers le toit de la maison et vit le Père Noël monter dans son traîneau, avec Nat qui criait toujours dans le sac. Au même moment, Papa Pat et Mère Sauve, affolés, rejoignirent leur fille. Sur le toit, les rennes s'envolèrent et, au bout de quelques secondes, le traîneau disparut dans le ciel rempli d'étoiles. Mère Sauve tomba à genoux dans la neige et fondit en larmes. Papa Pat se prit la tête à deux mains, désespéré. Rome regardait toujours le ciel. Puisqu'il y avait de traîneaux et les rennes, cela prouvait que c'était bel et bien le vrai Père Noël. Le lendemain, à la télévision, on annonça que le Père Noël avait enlevé 43 enfants dans tout le Québec. Les policiers s'étaient rendus au pôle Nord, mais le vieillard n'était pas chez lui. La police le cherchait partout, mais n'arrivait pas à le trouver. Personne ne comprenait plus rien. Où se cachait donc le Père Noël? Pourquoi avait-il enlevé tous ces petits garçons et ces petites filles? Pourquoi était-il devenu si méchant? Et surtout, que faisait-il avec les enfants? Les semaines passèrent. Rome ne reconnaissait plus ses parents. Mère Sauve, qui était psychologue, avait cessé de travailler. Elle passait ses journées couchée dans son lit, mais elle ne dormait pas. Comment pourrait-elle dormir alors qu'on avait enlevé son fils? Elle se contentait de fixer le plafond, vidée de toute énergie, de toute joie de vivre. Parfois, Rome allait la voir et s'asseyait près d'elle sur le lit. Mère Sauve lui jouait dans les cheveux, le visage lointain, et demandait « On a retrouvé Nat? » Rome secouait la tête. Alors sa maman se remettait à pleurer. Elle pleurait si souvent que la fillette se demandait comment son corps pouvait encore produire des larmes. Quand sa mère pleurait trop, Rome descendait et allait voir son père dans son bureau. Normalement, Papa Pat, qui était écrivain, pianotait avec entrain sur son ordinateur. Mais depuis la disparition de Nat, Papa Pat demeurait immobile sur sa chaise, à fixer d'un air absent l'écran de son ordinateur. Il ne se rasait plus, ne se lavait plus. Rome lui demandait parfois « Qu'est-ce que tu fais? » J'écris. Mais il n'écrivait rien. Une fois, par contre, Rome était entré dans son bureau et Papa Pat était en train d'écrire. Rassurée à l'idée que son père eût enfin retrouvé le goût du travail, elle s'était approchée pour voir ce qu'il écrivait. Sur l'écran, elle n'avait lu que ces deux seuls mots, répétés sans cesse. « Reviens, Nat. Reviens, Nat. Reviens, Nat. Reviens, Nat. » Rome avait regardé son père avec inquiétude, mais Papa Pat, comme hypnotisé, continuait d'écrire son message désespéré. La fillette était sortie de la pièce en silence. Rome elle-même pleurait souvent, ne jouait plus avec ses amis. À l'école,
elle se concentrait de moins en moins et commençait à avoir de mauvaises notes. Mais ce n'était pas de sa faute. Elle pensait sans cesse à son frère, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Un soir du mois de mars, 3 mois après la disparition de Nat, Rome trouva son père et sa mère qui pleuraient ensemble dans la chambre à coucher. « Peut-être que Nat est mort, » sanglotait Mère Sauve. « Je n'en peux plus, c'est trop affreux. » Papa Pat le serrait contre lui, trop triste pour parler. Même si elle se sentait elle-même découragée, Rome voulut donner de l'espoir à ses parents et proclama avec assurance: « Je suis sûre que Nat n'est pas mort. On va le retrouver. Vous allez voir. »